Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous à toutes, c'est Florent dans la chaîne Obi Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo présentation des règles du jeu Harry Potter Miniature Game version moldue. Lumos Maxima. Donc je tiens à préciser avant d'expliquer les règles du jeu qu'il est impératif de lire le bouquin en complément de cette vidéo. Parce qu'il y a quand même pas mal d'informations à l'intérieur qui sont importantes, des mots-clés que bien sûr on ne va pas mentionner dans cette vidéo. Donc lisez-le, c'est important, au moins vous vous ferez un avis. Donc si vous n'avez pas le bouquin, vous avez le lien PDF qui se trouve dans la description. Il se peut aussi que dans cette vidéo, j'ai oublié quelques petits points de règle ou commis des petites erreurs, ça peut arriver. Je rappelle, on n'est pas des professionnels sur la chaîne. Il y a un commentaire marqué errata. Donc il y aura une mise à jour en fait des niveaux de règles voilà, qui auraient par exemple changé ou qu'on aurait oublié. Donc tout ça dans le commentaire. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller au chemin de traverse, je vous conseille ces boutiques suivantes. Le magasin Double 6 Caen, Taverne et Donjons à Vire, bien sûr le site internet de Ramstack Store. Vous pouvez y retrouver dans ces boutiques tout simplement les versions françaises des jeux Harry Potter Miniature Adventure Game, que ce soit la boîte de base et la chambre des secrets, et vous avez aussi la possibilité d'avoir des extensions. Vous pouvez vous amuser à peindre les figurines si vous le souhaitez, et encore mieux, réaliser un donjon en 3D comme le mien. Il y a trois types de modes, le mode duel, le mode campagne et le mode coopération. Donc le mode duel, c'est tout simplement un affrontement direct par rapport à votre adversaire, donc un contre 1, 2 contre 2, 2 contre 1, bref, etc. Où vous allez tout simplement remplir des missions pour gagner bien sûr la partie. Donc soit les missions issues de la boîte de base, donc dans le petit livret, ou tout simplement vous pouvez créer vos propres scénarios. Le mode campagne, lui, est à peu près le même principe, sauf que tout simplement vous allez faire évoluer vos personnages au cours des différentes parties. C'est-à-dire que vous allez faire une campagne narrative liée au monde de Harry Potter. Et le dernier, la coopération, c'est vous allez tout simplement jouer contre le jeu. Donc vous allez vous jouer tout seul ou à plusieurs et utiliser voilà, les petites bandes de sorciers que vous allez créer et contrer par exemple soit les mange-morts, soit tout simplement les différents monstres du jeu. Donc on va voir tout de suite les points de règle du jeu Harry Potter. Allez, c'est parti. Chaque figurine du jeu ont bien sûr un profil bien spécifique à leur personnage. Par exemple, ici on a Harry, Hermione et le mange-mort. Donc toutes leurs règles ainsi que le sortilège fourni avec ce personnage est déjà intégré sur la carte. Donc il y a plusieurs informations. En fait c'est relativement simple quand on a compris la mécanique. Donc déjà à l'arrière on a le symbole des factions, donc Poudlard et les mange-morts. Par exemple si vous prenez la nuée d'Acremantule, elle a la possibilité de soit s'allier avec les mange-morts, soit avec les créatures. Donc bien sûr il est impossible quand on crée sa liste de mettre par exemple des figurines avec l'arrière Poudlard avec des figurines mange-morts. C'est totalement impossible. Par exemple, Harry ne pourra jamais être avec les mange-morts et inversement. Par contre, quand on a bien sûr les deux, on a le choix. Donc, deuxième chose à prendre en compte, on a ici la valeur en coût en points des figurines. Donc plus le personnage a des caractéristiques et est puissant, plus il va coûter cher. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand vous créez en fait une liste de personnages, il y a bien sûr forcément des coûts en points à respecter. Il ne faudra donc pas les dépasser. Il faudra prendre ces personnages en compte par rapport à leur valeur. On pourra leur ajouter des améliorations comme par exemple des sortilèges, ou des potions par exemple, ou des objets. Donc les emplacements bien spécifiques à ce genre de choses. Donc en haut c'est pour tout ce qui est une potion et un objet. Donc bien sûr c'est une potion minimum sauf règle bien sûr additionnelle qui le permet.
Et en bas, c'est le nombre de sortilèges. Donc par exemple, on peut voir que le mange-mort ici a qu'un emplacement pour un sortilège, donc on va pouvoir lui mettre qu'un seul sortilège. Par contre, par exemple, Harry Potter, lui, en a 2 et va pouvoir en avoir 2. Contrairement par exemple aux objets où lui il va pouvoir par exemple mettre une potion alors que par exemple Hermione va pouvoir avoir une potion et un objet sans aucun problème. Voilà. Donc ça c'est des améliorations pareil qui ont la valeur de coût en points qui s'ajoute en fait finalement à la valeur de la figurine. Donc ça c'est important de respecter ceci. Donc autre chose à connaître sur le profil, donc hormis le coût en points et la faction, on a bien sûr le nom du personnage. Donc là, le mange-mort, il n'a pas de nom spécifique, c'est mange-mort 2 parce qu'ils n'ont pas donné de nom réel aux figurines. Mais les autres personnages qui sont à visage découvert ont un nom bien sûr bien spécifique sur la carte. Ensuite, on a ici des petits symboles de couleur blanc ou noir avec une valeur à l'intérieur. Ça correspond en fait à aux énergies que vous allez pouvoir affilié en fait à votre réserve de groupe pour utiliser des pouvoirs magiques. Parce qu'en fait, la gestion des pouvoirs magiques va se générer en fait avec des dépenses de petits pions, comme ceci. Donc, quand c'est blanc, c'est pour des valeurs blanches, et quand c'est noir, c'est pour des valeurs noires. Donc voilà, par exemple, en début de round, à chaque début de tour, vous allez en fait prendre en compte vos valeurs et vous allez prendre voilà, les pions en question de la valeur et les mettre dans le groupe général et vous pourrez les dépenser par exemple si Harry a envie d'utiliser par exemple un sortilège qui vaut par exemple 3 comme celui-ci, Expecto Patronum, il pourra utiliser 3 de la valeur générale. Par contre Hermione ne pourra pas utiliser le sien parce que il n'y a plus assez de petits pions pour bien sûr lancer le sortilège. Quand c'est de couleur gris, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez utiliser des noirs comme des blancs. Ça, c'est une des règles. Ça veut dire que ça peut être des sortilèges, en fait, généralement, qui peuvent être utilisés par les deux types de profils. Parce que les mange-morts, eux, ont jamais de blanc, parce que le blanc est considéré pur et le noir est considéré comme maléfique. Les deux pourront utiliser bien sûr des sortilèges de couleur gris, des pouvoirs de couleur gris. Là ensuite on passe du coup à la carte bien sûr du sortilège qui est fourni avec la figurine. Donc on a contresort pour Hermione qui va pouvoir tout simplement rebalancer en fait le sortilège à la gueule de l'adversaire. On a un Expecto Patronum pour Harry Potter qui lui va permettre de faire apparaître un Patronus, un token pour protéger les figurines dans les alentours, et un Expelliarmus qui va pouvoir en fait retirer temporairement un objet de la main du personnage pour un round. Donc bien sûr, on peut mettre d'autres types de sortilèges, des sortilèges de combat, des sortilèges pour faire soigner les figurines, etc. On a ici les traits des personnages, donc des règles bien spécifiques. Par exemple, le mot-clé apprenti va permettre tout simplement d'avoir en permanence un pion gratuit sur la carte de la couleur blanche, par exemple pour les gentils, quand ils ont le mot-clé apprenti. Les concocteurs qui lui va pouvoir tout simplement, par exemple pour Hermione, de permettre au groupe d'avoir une potion de niveau supérieur au niveau classique de 1 des potions. Donc par exemple un niveau de 1 passe à 2. Et on a bien sûr d'autres traits qu'on peut avoir, comme par exemple art de la magie noire. Ça veut dire qu'en gros, ce personnage peut avoir le droit à des sortilèges impardonnables, chose que la faction Poudlard ne pourra bien sûr pas les utiliser. On a ensuite ici des petites baguettes. Donc là, il y en a 2 ici, 2 ici, 2 ici. Si on prend par exemple le cas de Ron, il n'en a qu'un seul. Donc en fait, les baguettes représentent au succès que vous allez pouvoir rajouter à vos jets de dés. Donc par exemple, dans le jeu, on utilise 3 dés pour jeter des sortilèges ou des attaques. Et ben, si par exemple sur vos 3 dés vous avez une réussite, et ben vous ajoutez plus 2, donc ça vous fera 3 réussites. Si par exemple sur vos 3 dés vous avez 3 réussites, vous ajoutez le nombre de baguettes, ça vous fera tout simplement 5 réussites. Tout comme ici, les petits symboles, les symboles de Poudlard, ça correspond aux réussites en fait au jet de défense. Donc
Inversement au jet d'attaque, les jets de défense, pareil, vont devoir en fait finalement avoir plus de réussite que l'adversaire, et vous pouvez rajouter des résultats positifs en plus. Donc par exemple, sur les 3 dés de défense, si par exemple Hermione a tout simplement reçu en attaque 3 touches, 3 réussites de l'adversaire, et qu'elle n'a fait que un seul réussite sur ces 3 dés, et ben en rajoutant ces 2 autres symboles par rapport en plus à ces dés, elle aura fait 3 réussites, donc elle aura contré sans aucun problème. Par contre, là on peut voir que le mange-mort lui en a qu'un seul, donc ça va être plus difficile à défendre pour sa part. On a ensuite ici des caractéristiques qui sont bien spécifiques pour les défis. Donc il y a certains défis pendant des faits de jeu qui vont permettre tout simplement d'utiliser soit une des valeurs. Donc en fait ce qui se passe, c'est que par exemple Harry et Hermione ont tout simplement un courage tous les deux de 4, donc ça fait 8. Et si par exemple, imaginons que l'objet pour gagner le défi, c'est une valeur de 8, si Harry et Hermione est à portée de l'objet, ils additionnent leur courage, ça fait 8, ça passe. Si par contre c'est pas assez, il faudra peut-être rajouter un personnage en plus pour pouvoir bénéficier du truc. Donc par exemple, si c'est une valeur de 9, il faudra que par exemple Ron, par exemple, qui a une valeur aussi de courage de 4, les 3 soient à portée de l'objet pour pouvoir relever le défi. Donc on peut voir que par exemple, il y en a qui ont des courages négatifs, par exemple 0 pour le mange-mort, mais qui va avoir peut-être par exemple une meilleure magie que les 2 autres personnages. Donc ça c'est bien sûr des règles bien spécifiques, mais on reviendra bien sûr plus tard sur ce genre de choses. Donc là on a déjà vu pas mal d'informations importantes. Nous avons dans le jeu 2 types de sortilèges. Nous avons des sortilèges d'incantation qui vont pouvoir permettre d'interagir avec des éléments du plateau, de jeu, ou même des figurines alliées. Et nous avons tout simplement des sortilèges de combat qui, eux, comme le nom l'indique, sont faits pour le combat et attaquer votre adversaire. La différence entre les deux, c'est que seul le sortilège de combat va pouvoir permettre à l'adversaire ciblé de pouvoir tout simplement faire des jets de défense. Donc là on a 4 exemples de sortilèges, 2 sortilèges d'incantation et 2 sortilèges de combat. Ici nous avons Epeski qui permet tout simplement de soigner 2 dégâts sur la cible, donc vous pouvez soigner des camarades grâce à cette carte. Nous avons Serpent Sorcière qui permettra comme incantation de faire apparaître un serpent sur une case et de défendre en fait la case entre guillemets, car le serpent va pouvoir attaquer toute figurine qui finira son mouvement à 2 cases ou moins de celle-ci par du poison. Nous avons en sortilège de combat, donc c'est bien marqué sortilège de combat quand c'est des sortilèges de combat, quand c'est des sortilèges d'incantation ce n'est pas marqué. Nous avons Silencio qui lui va tout simplement permettre quand la figurine a été touchée et n'a pas réussi à défendre, de ne pas pouvoir jeter de sortilège durant sa prochaine activation. Et on finit par Stupéfixe qui lui, si ça fonctionne, permettra tout simplement de générer un dégât physique à la figurine adverse si elle n'a pas réussi à défendre. Donc celle-ci va pouvoir en fait taper dans les points de vie, celle-ci va pouvoir pénaliser l'adversaire, celle-ci va pouvoir protéger une case entre guillemets, et celle-ci va pouvoir soigner. Donc voilà les types de sorts qu'on peut retrouver bien sûr dans le jeu. Donc nous avons aussi des sortilèges qui vont pouvoir tout simplement neutraliser des incantations. C'est le seul moyen en fait, par exemple, de faire, par exemple dans cet exemple, le serpent sortia, d'éviter que l'adversaire puisse faire apparaître un serpent. On peut utiliser un contre-sort. Donc Hermione par exemple est équipée d'un contre-sort. C'est une carte qui va permettre tout simplement que quand l'adversaire aura tout simplement dépensé ses 2 points d'énergie, donc là par exemple il a utilisé ses 2 points d'énergie noire, le mange-mort, pour faire apparaître le serpent sortia. Donc avant de faire les jets de dés, Hermione décide, vu qu'elle est à portée 4, donc c'est indiqué la portée du sortilège, de utiliser tout simplement le contre-sort. Donc ça se passe comme ça, c'est qu'en fait elle va dépenser tout simplement 3 d'énergie, donc diverses de couleurs, donc là par exemple 3 énergies blanches, pour pouvoir avoir un jet de dés avec une difficulté de +1 par rapport à celle qui est indiquée sur la carte. Donc là, de 4, elle passe à 5. Donc
il faudra en fait qu'elle fasse un full clairement au niveau des dés, parce que 3 de base plus 2 baguettes, donc vous avez compris, ça fera 5. Donc si la chose fonctionne, le sort de Serpent Sortia est annulé, et l'adversaire du coup a quand même perdu ses points de pouvoir, et a fini ses actions de combat. Donc c'est la seule action en fait de sortilège qui ne demande pas en fait finalement d'une activation de la figurine. Même si elle a déjà joué, elle pourra utiliser son contre-sort à tout moment. J'espère que je vous ai pas perdu. Oui, je pense à mon avis. J'ai été peut-être un peu trop rapide. En effet, il y a certaines informations en fait que j'ai survolées, comme la portée. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la portée 4 du contre-sort. La Serpent Sortia, c'est une portée de 3. Epeski, c'est une portée de 4. Stupéfix, une portée de 4. Et Silencio, une portée de 4. Donc la portée, c'est de la figurine à la cible, ou la zone où vous voulez faire apparaître quelque chose. Vous comptez le nombre de cases. Si c'est moins, ça fonctionne, ou égal. Et si c'est plus, vous ne pouvez pas jeter ce sortilège. Donc la portée est indiquée juste ici. Le coût en points, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est marqué juste ici. La difficulté du sortilège, donc c'est-à-dire le nombre de réussites qu'il faut pour que le sortilège passe, est indiqué juste ici. Donc il y a des sortilèges qui vont ne pas demander finalement de réussite au jet. Donc par exemple le stupéfix. Vous pouvez faire des échecs sans aucun problème. Par contre, l'adversaire va pouvoir quand même défendre. Et du coup, ça reste quand même un sortilège qui est assez facile à lancer. Le Silencio, c'est pareil. Par contre, on a des sortilèges comme là, le Epeski ou le Serpent Sortia qui montent à 4. Et finalement, c'est quand même assez compliqué. Donc, ce sont des incantations. Donc, c'est bien sûr des jets qui ne vont pas demander de jets de défense par rapport à l'adversaire. Nous avons ensuite la règle bien spécifique des sortilèges qui sont indiqués juste ici. Nous avons ensuite des informations d'entretien. Donc là, c'est pas marqué qu'il y a des entretiens à avoir. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'en fait, il y a des sortilèges comme par exemple celui de Harry Potter, comme le Expecto Patronum, qui lui, tout simplement, une fois qu'il a été lancé, fait apparaître tout simplement un token Patronus dans la case voulue pour protéger en fait lui et tous ceux qui sont à côté de lui, ses camarades. Vous pouvez à la fin de chaque round le conserver sur le terrain, mais il faudra du coup l'entretenir avec 2 d'énergie. Donc on devra utiliser 2 énergies blanches pour pouvoir tout simplement continuer à avoir ce Patronus en jeu. Au début, par contre, vous l'avez payé en 3, mais ça passe à 2 pour l'entretien. Donc ça peut être assez cher de conserver en fait finalement des sortilèges actifs sur plusieurs rounds. Donc on a vu que ceux-là n'ont pas d'entretien, donc c'est tout simplement des choses uniques. Le Serpent Sortia, par contre, quand lui est activé, il est activé jusqu'à la fin de la partie, ou la destruction bien sûr du serpent. Nous avons ensuite des trucs qui sont marqués juste ici, le rechargement. Donc le rechargement, c'est en fait tout simplement une mécanique qui permet tout simplement à vos sortilèges, quand ils ont été lancés, d'avoir un temps de recharge pour pouvoir les réutiliser. Donc il y a certains sortilèges, ça va être extrêmement vite, et d'autres extrêmement long. Donc par exemple, le rechargement pour Silencio, c'est 1 tour. Pareil pour Stupéfix. Par contre, pour Epeski, c'est 2 tours. Donc, on met tout simplement, par exemple, on va prendre l'exemple de Epeski. On va prendre le chronomètre. Voilà. Donc, c'est le petit token qui va permettre d'identifier finalement le temps de rechargement. Donc là, on a dépensé les 3 pions d'énergie. Toc. On veut jeter le sortilège. Si l'adversaire a un contre-sort, c'est à ce moment-là qu'il peut l'utiliser. Donc là, on imagine qu'il n'y a personne qui veut utiliser de contre-sort. Donc on a bien sûr la possibilité de faire notre jet. Donc on fait notre jet, donc 3D à 3+. Donc on décide de le faire. Paf, on tourne le chronomètre. Même si le contre-sort a été activé, hein, bien sûr. Donc on retourne toujours le chronomètre quand on veut utiliser le sortilège. Et on
fait notre jet, donc que ce soit une réussite ou non, à la fin du round, paf, le chronomètre tourne. Voilà, donc il tourne, premier tour, après le lancer du sortilège. Donc deuxième tour après le lancer du sortilège, on tourne, et là c'est marqué tourner, donc ça veut dire qu'on saute en une case. Donc, toc. Donc là, troisième tour, hop, c'est activé. Donc voilà, il vous faudra 2 tours pour recharger. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là, on va prendre un autre exemple avec le stupéfixe. Donc on a le chronomètre qui est ici. On va utiliser un pion énergie blanc pour lancer le sortilège. Le sortilège, on veut le lancer. Allez hop, donc du coup, on retourne le chronomètre. L'adversaire fait ses jets de défense. Que ça réussit ou non, à la fin du tour, toc, on tourne le chronomètre à recharge 1. Et au tour suivant, à la fin, toc, tourner, tourner. Donc du coup, hop, c'est bon. Donc en fait, il vous faudra un tour pour celui-ci pour recharger le chronomètre et votre sortilège. Donc durant la partie, quand vous créez vos listes, vous pouvez mettre des potions dans la catégorie objet de votre liste par rapport aux figurines. Donc une figurine peut transporter jusqu'à une potion d'un niveau 1 maximum, sauf certaines figurines ont la possibilité d'en avoir plus, donc 2 et de niveaux supérieurs, par exemple 2, 3, etc. Mais bien sûr, il faut qu'ils aient des aptitudes bien spécifiques. Exemple, Hermione Granger, elle a la règle concocteur 1 qui va lui permettre tout simplement de, elle ainsi que ses camarades, d'avoir des potions de niveau 2. Donc les niveaux, c'est marqué juste ici, donc niveau 1, niveau 3, niveau 1. Donc là, on n'a pas d'exemple de niveau 2, mais de base, on peut lui mettre par exemple un niveau 1. Par contre, le niveau 3, c'est pas possible parce qu'elle n'a pas la capacité. Le professeur Rogue, lui, est un expert en potions, va pouvoir bien sûr être équipé de cette potion. Vous pouvez donc du coup, comme je l'ai dit, grâce à Concocteur 1, améliorer le niveau et permettre aussi à tous ses camarades d'avoir aussi des potions de même niveau. Donc par exemple, Ron et Harry, si vous le mettez avec Hermione, pourront avoir accès aux potions de type 2 de niveau. Les cartes de potions se lisent bien sûr comme ceci. Donc on a vu le type de niveau juste en bas, on a le nom. Donc là on a par exemple du antidote de poison rare, on a du pimentine majeur et du polynectar. On a le type de portée qui est indiqué juste ici. Donc portée 1, c'est-à-dire à une case de la figurine qui va lancer la potion, et portée 0, ça veut dire que ça va être sur la figurine. Donc le polynectar va être valable pour la figurine qui va utiliser cette carte. On a ensuite la capacité de la potion. Donc par exemple, l'antidote des poisons rares, retirer tous les marqueurs poison de la figurine ciblée. Par exemple, vous avez un serpent qui a donné du poison à une figurine. Et ben vous êtes apporté une de la figurine qui a du poison, vous pouvez l'utiliser sur la figurine. C'est valable aussi pour vous-même. La portée 1 correspond entre 1 et 0. On a ici pour la potion de niveau 3, pour la pimentine majeure, la cible est soignée de X plus 2 dégâts. Donc X est égal au niveau de potionniste de l'utilisateur. Donc voilà, vous additionnez en fait les deux et ça va vous permettre tout simplement de soigner des dégâts par rapport à la valeur. Et on finit par le polynectar qui, donc comme j'ai dit, portée 0. L'utilisateur gagne dissimulation 12 jusqu'à ce qu'il effectue une attaque, lance un sortilège ou subit des dégâts. La règle dissimulation, cette figurine ne peut être ciblée par l'attaque ou le sortilège d'un autre figurine que si cette dernière relève un défi de sagesse avec la difficulté 2. Donc par exemple, là c'est marqué 12. Dans le jeu Harry Potter, tout se calcule au niveau des cases. Donc il y a des quadrillages, que ce soit sur le plateau fourni dans le jeu ou même sur mon donjon en 3D. Vous voyez que chaque case correspond finalement à peu près la taille du socle d'une figurine de type par exemple sorcier. Il y a certaines figurines comme ici le détraqueur qui ont des très gros socles car ce sont des très grosses créatures. Dans ce cas, quand c'est des socles qui ne tiennent pas dans une case, elles sont du coup à cheval sur 4 cases.
donc les 4 cases que vous pouvez voir juste ici. Les figurines à gros socle, comme par exemple le détraqueur, ne peuvent pas se déplacer en diagonale. Donc forcément, ils sont obligés de se déplacer en croix, donc c'est-à-dire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Autre chose à savoir, c'est si par exemple le socle devait franchir une case de terrain particulier durant son mouvement, la figurine doit entièrement être soumise aux règles spécifiques de ce terrain. Certains points de règle vous mentionnent les cases adjacentes. Ce sont tout simplement les 8 cases tout autour de la case où se trouve la figurine. Les figurines se déplacent de 3. Donc dans cette catégorie, nous pouvons faire des déplacements soit vertical, soit horizontal, soit même en diagonale. Donc c'est tout à fait possible par exemple de faire 1, 2, 3. Les portées de sortilège se mesurent avec les cases, donc on imagine que Harry Potter veut se défendre contre le détraqueur et veut utiliser son Expecto Patronum pour faire apparaître un marqueur à portée 3. Donc on va voir s'il a porté. Donc première case qui se trouve devant lui, 1, 2, 3. Pile poil sur le détraqueur. Donc comme vous l'avez compris, nous pouvons toujours faire des mesures, que ce soit verticales, horizontales ou même en diagonale. Que ce soit sur le plateau en 2D ou un donjon en 3D, les éléments de terrain peuvent pénaliser le mouvement par exemple des figurines. Donc là, les terrains difficiles, c'est simple, ça peut être par exemple un élément de forêt, de la pierre, de la neige, un bureau, bref. Les figurines peuvent entrer dans cette case de ce terrain difficile, mais cette case compte double pour le calcul de mouvement. Le terrain difficile ne bloque pas les lignes de vue, mais les cibles qui se trouvent sur une case de ce terrain difficile bénéficient d'un couvert. Ensuite, on a le terrain infranchissable. Ça peut être par exemple des eaux profondes ou un muret, un promontoire rocheux, des tours, etc. Donc aucune figurine ne peut passer à travers, ni franchir ou être placée sur une case infranchissable. Donc les marqueurs bien sûr ne peuvent pas être placés sur un terrain infranchissable sauf si le scénario le précise. Et un terrain infranchissable bloque les lignes de vue. Donc vous êtes sûr qu'au moins pour jeter des sortilèges, il va falloir le contourner. Pour jeter un sortilège, il ne faut pas prendre en compte que la portée, mais aussi la ligne de vue. Donc là, dans cet exemple, Harry Potter veut jeter un sortilège sur le mange-mort qui se trouve juste ici. Alors oui, c'est un décor en 3D, c'est plus facile à voir. En 2D, c'est un peu plus compliqué. Comment fonctionnent justement les lignes de vue? Donc vous prenez la case occupée par Harry Potter, donc celle-ci, et vous prenez un de ces angles. Donc par exemple, on va prendre celui-ci. Vous allez tracer 2 lignes sur 2 angles de la cible. Donc vous tracez la ligne d'ici à ici et d'ici à ici. Pas de problème, il n'y a pas d'obstacle entre deux. Par contre, là, on a un petit pylône. Donc on trace, comme on a dit, la ligne, par exemple ici, et elle atterrit juste ici, et ici, elle atterrit juste ici. Dans ce que traverse l'une des lignes, il y a un obstacle. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Donc dans ce nouvel exemple, nous allons avoir Harry Potter qui va attaquer le mange-mort qui se trouve juste ici. Donc pour déterminer les lignes de vue, il est préférable toujours quand même de prendre l'angle qui se trouve le plus à découvert. Donc l'angle de la case qui se trouve le plus à découvert de Harry Potter se trouve juste ici, car si on prend celle-ci, elle est trop proche du pylône, et du coup quand on trace la ligne d'ici à ici et d'ici à ici, il y a une des lignes qui se trouve directement à travers le pylône. Alors que là, en prenant l'autre angle opposé, donc celui-ci, on peut tracer une ligne d'ici à ici et d'ici à ici. Et là, il n'y a aucun obstacle qui se trouve traversé par la ligne. On peut très bien prendre aussi cet angle-là, donc d'ici à ici et d'ici à ici, ça fonctionne aussi. Mais là, sur cet exemple-là, les 2 angles qui se trouvent ici ne pourront pas servir pour la ligne de vue. Donc voilà comment on détermine les lignes de vue. Toujours prendre
des angles de la case de la figurine, donc un angle qui est le plus à découvert. Et il faut impérativement qu'il y ait deux angles de la case de la cible qui soient tout simplement pris en compte et qu'il n'y ait pas eu d'obstacle qui ait coupé cette ligne. Donc dans cet exemple, il n'y a pas de pylône, mais il y a Ron qui se trouve entre deux. Il faut savoir que n'importe quel obstacle, que ce soit des individus alliés comme ennemis, ne sont pas pénalisantes et ne cachent pas les lignes de vue. Donc vous pouvez très bien tirer à travers n'importe quelle figurine. Si la cible d'une attaque bénéficie d'un couvert, donc par exemple si la ligne de vue traverse une case d'un terrain difficile ou un obstacle, donc là c'est le cas par exemple avec Harry Potter qui se fait attaquer par le mange-mort, il se trouve voilà juste derrière un bureau, mais quand même voilà, ça le recouvre pas entièrement. Alors la figurine du coup attaquante gagne un dé mystère maléfique pour son jet d'attaque ou d'incantation. Toutefois, si la cible est dans une case adjacente, elle ne peut pas bénéficier de ce couvert. Donc du coup, le mange-mort va avoir un dé maléfique pour le pénaliser, pour représenter un petit peu le couvert lié à ce jeu. Dans le jeu Harry Potter, nous utilisons des D6 pour lancer des sortilèges, ou attaquer, ou se défendre. Donc généralement, on appelle ça des jets standards. Les jets standards comprennent 3 dés. Donc on peut aller jusqu'à 4 dés parce que il se peut que certaines figurines ont des aptitudes bien spécifiques qui vous permettent d'avoir un dé en plus, ou des faits de jeu. Et on peut aussi avoir un 5e dé, mais là par contre c'est vraiment si le jeu vous indique que vous devez avoir un dé mystère. Mais sinon c'est toujours 3 dés. Donc c'est sur du 3+, donc la mécanique est assez simple. Pas de prise de tête, pas de calcul, du 3+. Et les 6 en fait sont des résultats qui sont pris en compte automatiquement et vous permettent en fait de relancer le dé pour rajouter en fait des résultats. Donc par exemple dans cet exemple sur du 3+, ici c'est un échec. Donc là on a une réussite et une réussite. Donc comme on l'a dit, le 6 représenté par un symbole relique de la mort, tout dépend en fait des versions des boîtes de jeu. On relance le dé, donc toc, c'est un échec, donc on reste toujours à 2. Mais imaginons si j'avais relancé le dé et j'avais fait par exemple encore un 6, voilà par exemple, c'est un bon exemple, je pouvais encore relancer, et là ça aurait, du coup ça aurait fait tout simplement 3 réussites parce que j'ai relancé 2 fois de suite le 6. Dans certaines situations, les règles vous autorisent à relancer vos dés. Dans ce cas, reprenez les dés que vous souhaitez relancer et effectuez un nouveau tirage. Le second résultat compte toujours, même si il est bien sûr pire que le premier. Aucun dé ne peut être relancé plus qu'une fois, sauf le symbole du résultat 6 qu'on a vu tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure des dés mystères. Donc dans le jeu, il se peut que vous devez en fait finalement lancer des dés avec des dés mystères, que ce soit bénéfique ou maléfique. Donc pour représenter cela, par exemple si on est la faction Poudlard, donc on a nos 3 dés standards, vous rajoutez un dé noir pour pouvoir le différencier. Inversement, si vous êtes la faction par exemple Mange-Mort, vous avez vos dés noirs, vous rajoutez un dé blanc. Donc à quoi correspondent en fait les dés bénéfiques et les dés maléfiques? Donc quand vous jetez vos dés, donc là on va faire un exemple, toc, donc ça c'est parfait. Donc là pour l'instant il n'y a que 2 réussites. Pour les résultats de dés bénéfiques, vous devez sélectionner bien sûr les dés qui ont le plus haut score. Donc là, par exemple, ces deux-là ont un plus haut score. Celui-là, je le retire. Donc ça fait 2. Si par contre, inversement, c'est un dé maléfique, c'est-à-dire qu'on doit prendre les résultats les plus bas. Donc 1, 2, 3. Donc celui-là, il est retiré. Harry Potter se joue en round, qui se divise aussi en différentes phases. Nous avons la première phase, la phase de début, qui vous permet tout simplement de tirer au sort 3 cartes aventure. Vous avez ensuite la phase de magie, qui est divisée en 3 catégories, remplir la réserve de pouvoir, payer l'entretien des sortilèges qui peuvent bien sûr être entretenus, et on finit par avancer le chronomètre de temps de recharge pour les sortilèges qui ont été utilisés au tour précédent. Vous avez ensuite la phase d'initiative, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir déterminer qui a l'initiative entre les deux camps et l'ordre de vos figurines que vous allez activer.
Ensuite, vous avez la phase d'activation. C'est à ce moment-là que vous allez suivre la sélection des initiatives des figurines que vous avez envie d'activer par rapport à ce que vous avez annoncé précédemment. Vous allez pouvoir avec ces figurines-là faire une action de base, une action avancée et des actions gratuites par round. Finale, résoudre les effets éventuels, défausser les cartes aventure inutilisées, défausser la carte événement et les marqueurs associés, et bien sûr si la limite de round n'est pas atteinte, la partie continue. Donc on va présenter les mécaniques secondaires tout en faisant une petite démo approximative. Donc là on a fait une mise en place, c'est-à-dire que les deux camps ont bien sûr sélectionné les personnages qu'ils veulent utiliser, ainsi que les objets, les potions et les sortilèges en plus. Donc là on est à égalité, donc 18 points. On prépare du coup des petits jetons qui vont nous servir tout au long de la partie. On va utiliser pour cette partie des cartes d'événements, des cartes de quête et des cartes d'aventure. Donc ces paquets de cartes, on va les mélanger bien sûr. Ce qui va se passer, c'est que chaque joueur doit tirer 3 cartes quête. S'ils veulent, ils peuvent en défausser une et la replacer dans le paquet. Ces cartes en fait vont être dévoilées face visible à côté du plateau et elles demeurent jusqu'à ce que les conditions indiquées sur les cartes soient résolues. Donc quand une quête est accomplie, une autre quête bien sûr est tirée jusqu'à que les joueurs ne peuvent pas excéder au-delà de 6 cartes. Donc en fait, les cartes quête tout simplement sont finalement des cartes d'objectifs en fait de la partie qui vont vous permettre finalement de remporter des points de victoire. Donc là, on va prendre du coup 3 cartes pour le joueur mange-mort et 3 cartes pour la faction Poudlard. Mange-mort a tiré ces 3 cartes. Donc la faction des mange-morts a tiré les 3 cartes. Donc il y a des cartes en fait comme vous en doutez avec des possibilités de gagner des points de victoire. Donc par exemple celle-ci, plus il y en a mieux c'est. Durant un round, quand vous gagnez un montant quelconque de points de victoire, augmentez celui-ci de 1 et défaussez cette carte. Donc celle-là en fait va permettre de booster en fait finalement les points de victoire remportés. Celle-ci, trésor inestimable, votre adversaire place un marqueur objectif sur une case se trouvant jusqu'à 3 cases des bords de table. Durant son activation, toute figurine alliée dans une case adjacente à un marqueur peut relever un défi de sagesse 16. Si elle réussit, gagnez 3 points de victoire puis défausser le marqueur de cette carte. Et puis la dernière, c'est cache au trésor. Votre adversaire place 2 marqueurs objectifs sur des cases, se trouvant jusqu'à 4 cases des bords de table. Durant son activation, toute figurine dans une case adjacente à l'un des marqueurs peut relever un défi de sagesse 10. Si elle réussit, son contrôleur gagne 1 point de victoire et retire le marqueur. Quand les 2 marqueurs ont été retirés, défaussez cette carte. Donc là, par exemple, le joueur mange-mort regarde ses cartes et se dit bah tiens, celle-ci par exemple me paraît trop compliquée, donc je vais la défausser et en reprendre une autre. Donc les cartes sont mises sur chaque bord, donc ici ou ça aurait pu être par exemple ici. Il faut que ça reste quand même lisible par rapport à l'adversaire, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas beaucoup de place à demander à lire les cartes de votre adversaire. Pareil pour le camp des gentils. Là par exemple, plus il y en a mieux c'est, donc on en a une deuxième, ça veut dire que ça booste. Agitation magique, si votre groupe n'est composé que de créatures magiques, gagnez immédiatement un point de victoire puis défaussez cette carte. Durant un round, si vous touchez avec succès 3 figurines ennemies ou plus avec un sortilège de combat, gagnez 2 points de victoire puis défaussez cette carte. Donc celle-là par exemple, le joueur peut décider de la défausser. Éliminez-les. Lorsque 2 figurines ennemies sont retirées de la partie dans le même round, gagnez 2 points de victoire et défausser cette carte. Donc du coup, celle-ci par exemple est moins intéressante. Donc ce qu'on va faire, c'est que celle-ci, on va la défausser et le joueur va en prendre une deuxième. Et le joueur va en prendre une autre. Donc du coup, trouvez l'antre. Quand une figurine alliée termine son activation dans une case de la zone de déploiement ennemi ou dans une case adjacente à celle-ci, gagnez 2 points de victoire puis défausser cette carte. Donc voilà, celle-là est plus intéressante. Donc le joueur a fait le choix de défausser l'ancienne carte et de la mettre dans le paquet.
Dans cette petite présentation, nous n'allons pas utiliser ces cartes de quête, car tout simplement nous n'allons pas nous concentrer sur les objectifs. Le principe, c'est quand même de vous montrer les bases des mécaniques. Ces cartes-là, on les utilisera bien sûr sur une démo complète et des rapports de bataille sur Harry Potter. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que ça va être la phase de début. Donc les joueurs vont tirer du coup 3 cartes aventure et les placer vers le haut à côté du plateau. Donc les cartes aventure, c'est celles-ci. Donc celles-ci en fait vont permettre de donner des petits bonus en cours de partie. Donc 3 cartes, 1, 2, 3. Donc comment fonctionnent ces 3 cartes? C'est-à-dire que la première figurine qui va être activée ne va pas pouvoir bénéficier en fait de l'achat d'une carte. Par contre, la deuxième et la troisième pourront tirer une carte. Donc le choix peut être voilà, important. Donc vous pouvez lire les cartes à tout moment et décider de prendre l'une d'elles quand vous devez activer bien sûr la deuxième, la troisième ou la quatrième figurine. Donc il y a 2 choix possibles sur les cartes. Donc par exemple, sur celle-ci, retirer un marqueur situé jusqu'à 4 cases qui est placé par une carte événement. Ou la figurine ignore les pénalités des marqueurs de dégâts. Donc par exemple, celle-ci peut être intéressante parce qu'on va voir tout à l'heure que les dégâts peuvent être pénalisants. Un autre exemple, celle-ci par exemple, durant ce round, la première attaque de la figurine, quel que soit son type, inflige plus 1 dégât. Donc là, ça peut être extrêmement intéressant pour taper dur dans le tas. Et plus 1 dé au jet d'attaque de la figurine. Donc là, le fait de jeu qu'on a parlé tout à l'heure, le fait de monter à 4 dés, voire 5 s'il y a des dés mystères, c'est possible grâce à cette carte. Donc voilà. Donc là, on est en phase de magie. Donc ce qui se passe, c'est que les énergies générées par les camps vont se regrouper et faire une réserve. Donc là, au niveau des mange-morts, 2 énergies noires gagnées. Toc. Car ils ont tous les deux 1. Donc ça, c'est pour mettre dans le groupe général des mange-morts. Dans la faction Poudlard, on a 2 et 1. Donc 2 pour Harry et 1 pour Ron. Donc 3 jetons. Donc 3 jetons blancs, donc ça c'est good. Là bien sûr, comme c'est le premier tour, aucun sortilège n'a été lancé, sinon c'est à cette étape qu'on tourne les chronomètres pour avancer d'un tour. Ou bien sûr le passer en mode actif, si bien sûr le sortilège a fini son tour complet. Donc là c'est bon, maintenant on passe en phase d'initiative. Donc on va comparer la malice des figurines. Donc la malice, c'est les énergies qui sont proposées sur les cartes. Donc on fait un comparatif en fait entre les deux camps. Donc 2 contre 3. Donc forcément c'est la faction Poudlard qui a l'initiative. En cas d'égalité, vous jetez en fait un dé et vous pouvez déterminer comme ça qui a l'initiative. Donc le groupe du coup en question va déterminer qui va commencer l'initiative. Donc par exemple pour la faction Poudlard, le joueur décide d'activer en premier Ron et ensuite Harry. Et inversement, la faction Mange-Mort décide d'activer le Mange-Mort numéro 1 et ensuite le Mange-Mort numéro 2. Donc ce qui se passe, c'est que le joueur qui a l'initiative va devoir tirer une carte d'événement. Donc les cartes événements, c'est des facteurs aléatoires qui peuvent engendrer par round des effets de jeu. Donc là, il tire la première carte. Donc on rappelle, c'est celui avec le symbole avec le sablier. Tempête magique. Durant ce round, le premier sortilège lancé par chaque figurine coûte 1 point de moins. Donc 1 point de moins de pouvoir bien sûr. Donc du coup, par exemple, un sortilège qui est de 2 passe à 1. Ça ne fonctionne pas par contre pour les entretiens. C'est bien pendant un lancer de sortilège. Donc on passe la carte face visible ici et elle va être valable seulement sur un tour. Le tour suivant, on fera encore un tirage d'une nouvelle carte et celle-ci sera du coup défaussée. Donc là, mise en situation, les figurines ont été positionnées. Donc la phase d'activation, comme on l'a dit, c'est Ron qui commence le tour. Donc c'est bien sûr une activation alternée. Une fois qu'il aura fini son activation Ron, on passe au mange-mort numéro 1
qui a été mentionné tout à l'heure, qui est la deuxième figurine à être activée. Ensuite, ça va être Harry Potter et on finira par le mange-mort numéro 2. Donc Ron s'active et que se passe-t-il? Eh ben, il va pouvoir faire une action de base et ensuite une action avancée, plus toutes les actions gratuites par ronde qui peuvent être mentionnées, mais bien sûr, toutes ces actions-là peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Donc les actions de base, ce sont des mouvements ou utilisation d'une potion, et les actions avancées, c'est attaque ou lancer un sortilège. Donc que ce soit un sortilège de combat ou tout simplement une incantation. Donc là, du coup, Ron va décider tout simplement de faire son mouvement en premier, donc un mouvement de 3. Donc 1, 2, 3. Deuxième action, il va tenter de mesurer pour savoir s'il peut faire une attaque avec un de ses sortilèges qui a apporté 4. Donc 1, 2, 3, 4, ce n'est pas suffisant. Donc du coup, Ron a fini son tour pour ce round. On l'a mentionné, la première figurine activée ne peut pas bénéficier des cartes ici présentes. Par contre, la deuxième, donc du coup là c'est au tour du mange-mort numéro 1, il peut choisir une des cartes. Donc il va utiliser celle-ci pour bénéficier finalement d'une de ces deux actions. Donc il aura la possibilité de choisir pendant son activation laquelle formule il va utiliser pour son round. Donc là c'est au tour du mange-mort qui se trouve juste ici. Donc il a la possibilité pour son tour de faire une action de base ou une action avancée. Donc c'est-à-dire, on répète, les actions de base c'est mouvement ou utiliser une potion, et action avancée c'est soit attaque au corps à corps ou attaque à distance par rapport à un sortilège. Donc on a vu qu'avec Ron il était un peu trop court pour pouvoir se faire attaquer par lui. Il va décider finalement de faire un mouvement de 1 juste ici pour être sur cette case. Donc là ce qui se passe c'est que il va décider en deuxième action de faire une attaque. Donc il va regarder déjà par rapport à ses cartes, savoir ce qui est le plus intéressant pour lui. Donc il a un couteau mais il faut être à portée 1, donc ce n'est pas le cas. Il a un sortilège qui a une portée 4 et un sortilège qui a une portée 3. Donc serpent sortia, c'est pour placer un marqueur de serpent sur la case visée, et on a vu tout à l'heure sa règle. Sinon il a impedimenta qui la cible ne peut pas effectuer d'action de mouvement durant sa prochaine activation. Donc il va décider de faire celle-ci. Donc il va dépenser du coup 0 points lumineux par rapport à la réserve, donc des points lumineux ténébreux. Pourquoi? Parce que par rapport à la carte qu'on a eu en début de partie, c'est-à-dire tempête magique, ça réduit le coût de 1. Donc de 1 on passe à 0. Par contre s'il avait utilisé serpent sortia, il aurait dû dépenser quand même un token sur les deux. Donc il va utiliser celui-ci. Donc on ne dépense pas du coup de token, mais sinon s'il n'y avait pas la carte d'événement on devait l'utiliser. On retourne le chronomètre. Si Ron Weasley a tout simplement un contre-sort, c'est à ce moment-là qu'il peut l'utiliser, mais il n'en a pas. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que on va regarder les caractéristiques. Donc Independenta, donc difficulté 4, donc il a déjà 2 baguettes, ça veut dire qu'il va falloir 2 réussites sur son jet pour que ça passe. Donc on prend les 3 dés, et c'est sur du 3+. Donc là pour l'instant ça fait 2 réussites. On peut relancer les 6. Celui-là est défaussé car c'est un résultat 2. Donc ça fait 3 réussites en tout. Donc 3 réussites plus 2, ça fait 5. La difficulté est de 4, donc ça passe. Donc du tour pour le mange-mort. Maintenant c'est au tour de Harry Potter. Donc Harry a le choix parmi ces 2 cartes. Donc il n'y a pas vraiment de carte vraiment intéressante pour lui. Il va décider quand même de prendre celle-ci. Harry a du coup la possibilité de faire soit des actions de base, soit tout simplement des actions avancées. Donc il va faire une action de base de mouvement. Donc 1, 2, 3. Donc il va se mettre juste devant Ron. Et il va utiliser du coup un sortilège de stupéfixe pour attaquer le mange-mort qui se trouve juste ici. Le stupéfixe mentionne bien portée 4. Donc là, portée 4, c'est largement suffisant.
Pas besoin de token d'énergie car tout simplement la carte d'événement nous dit que les pouvoirs sont de -1, donc c'est tout bon. Donc il décide d'utiliser le pouvoir du stupéfixe, donc il retourne le chronomètre. Le mange-mort n'a pas de contre-sort, sinon il l'aurait utilisé pour pouvoir contrer le sortilège. Donc Harry va pouvoir faire son jet classique 3D sur du 3+. Donc ça fait pour l'instant 3 réussites. Et on peut ajouter ces 2 autres baguettes qui sont marquées ici, donc ça fait 5. Le mange-mort va lancer ses 3D sur du 3+. Donc pour l'instant ça fait 2. Sa carte mentionne tout simplement un seul bouclier, donc ça passe à 3, mais ce n'est pas suffisant. Vu que ça a passé et que l'adversaire n'a pas réussi à défendre, sortilège de combat, la cible subit un dégât physique. Plusieurs niveaux de dégâts dans le jeu Harry Potter. Donc comme vous l'avez vu, la carte mentionnait un dégât, mais il se peut qu'il y ait des cartes qui disent 2 ou 3 dégâts. Donc le premier niveau de dégâts, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est la couleur orange. Donc on a vu que derrière c'était juste une baguette. Là c'est la baguette et la pierre philosophale. Donc le troisième niveau, c'est celui-là, donc avec cette fois-ci le triangle qui représente la cape d'invisibilité. Et on finit par le dernier niveau, l'ange de la mort. Du coup, après celui-là, si la figurine reçoit encore une blessure et n'a pas réussi à guérir, se soigner soit avec des potions, soit avec des sortilèges, est retiré de la table. Donc il n'y a pas de point de vie en fait sur ce jeu. Tout se représente finalement avec des seuils de dégâts. Donc attention, quelque chose qu'il faut prendre en compte, les marqueurs tout simplement de dégâts peuvent infliger des pénalités. Donc par exemple le marqueur de niveau 1 et de niveau 2, quand le sorcier qui bien sûr a un de ces tokens doit dépenser des points de pouvoir pour pouvoir lancer ses sortilèges, il faut compter un point de pouvoir en plus. Donc du coup un pouvoir qui demandait 1, il faudra dépenser 2. Par contre, pour ces 2 tokens-là, la figurine ne peut pas relancer les symboles obtenus lors de ces jets. Par contre, considérez quand même le symbole comme un succès classique. Mais vous ne pouvez pas le relancer. Donc le fait d'être blessé pénalise beaucoup quand même la figurine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Du coup, le token, soit vous le mettez à côté de la figurine, soit sur la carte. Moi, personnellement, je préfère la mettre sur la carte. C'est quand même plus intéressant. Ça évite d'en avoir 36 sur un plateau. Donc là, c'est au tour du dernier mange-mort, donc forcément, il ne reste plus qu'une carte, donc ça va être celle-ci pour lui. Donc première action, il va se déplacer, donc premier mouvement. Deuxième mouvement. Il a 2 sortilèges dans sa possession, Expelliarmus, qui permet de retirer un objet temporairement dans la main de l'adversaire, de la cible, sur un round. Ou Alarte Ascendere, donc qui lui est un sortilège de combat et qui peut infliger 2 dégâts si la figurine n'a pas le mot-clé ou le mot-trait vol. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser celui-ci. Donc portée 5, on est largement suffisant. Donc du coup, de 2, on passe à 1 grâce à la carte condition. Donc il va devoir dépenser un token d'énergie, donc sur les 2 qu'ils avaient dans la réserve. Donc il va utiliser Alarte Ascendere, donc il retourne le chronomètre. Il ne peut pas se faire contrer parce que Harry Potter n'a pas de contre-sort, donc du coup il va pouvoir tout simplement faire son jet, donc 3D sur du 3+. Donc ça fait pour l'instant 3 réussites, celui-là il peut le relancer, donc ça fait juste 3. Donc 3 réussites pour le mange-mort. Et on peut rajouter le nombre de baguettes, donc 3, 4, 5, donc 5 réussites. Le tour de Harry Potter de défendre, vu que c'est un sortilège de combat, il a le droit de défendre. Il lance ses 3D. Pour l'instant, ça fait un seul. Ça fait 2. Et on prend la carte d'Harry Potter et il a 2 boucliers. Donc ça fait 4. Son sort fonctionne. Et donc du coup, Harry Potter va recevoir 2 dégâts parce qu'il n'a pas le mot-clé vol. Donc Harry reçoit un marqueur de niveau 2, donc il lui reste encore 2 points de vie. En fin de round, donc les joueurs peuvent comptabiliser le nombre de points de victoire, résoudre les effets éventuels, défausser les cartes aventure et défausser les cartes d'événements pour bien sûr tout simplement repartir sur son nouveau tour.
Si la limite de round n'est pas atteinte, la partie continue bien sûr, mais par contre si vous étiez au dernier round, comme dans certains scénarios, du coup la partie est terminée et la comptabilité des points est prise en compte pour bien sûr déterminer qui a gagné. Donc si on vous refait encore un nouveau tour, n'oubliez pas, vous comptez par rapport au nombre de points de malice si vous avez l'initiative. Donc si vous n'avez pas une mort, c'est pas censé changer. Vous régénérez des points de pouvoir, donc c'est-à-dire que les mange-morts gagnent plus 2 pions noirs et les rajoutent à leur réserve. Donc il en restait un pion, ça en fait 3. Pour la faction de Poudlard, c'est tout simplement la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter 3 autres pions à la réserve. Nous pouvons tirer les 3 cartes comme on l'a vu au début du premier tour et tourner les chronomètres en fonction de ce qui est marqué bien sûr tout autour de la carte. Les joueurs peuvent payer l'entretien des sortilèges, donc là dans l'exemple on n'en a pas, mais si par exemple Harry Potter avait utilisé son Patronus, il aurait pu dépenser du coup 2 points lumineux pour pouvoir l'entretenir car c'est marqué sur sa carte. Et c'est à ce moment que les joueurs décident quelle figurine va commencer en premier. Donc par exemple cette fois-ci le joueur décide que c'est Harry Potter qui joue en premier. Ensuite ça va être le tour du mange-mort numéro 1, Ron, et du mange-mort numéro 2, et ainsi de suite. Donc juste avant bien sûr d'activer Harry Potter, les joueurs vont sélectionner la carte d'événement qui sera active sur tout le tour. Donc choisissez une de vos cartes de quête et une de celles de vos adversaires, échangez les 2 cartes. Donc voilà, on a survolé la mécanique. C'est quelque chose quand même qui reste assez simple une fois qu'on a maîtrisé les bases du jeu. Un des faits de jeu qu'on n'a pas vu dans cette petite démo, c'est l'utilisation des potions. Donc c'est très simple. Donc vous avez vos cartes de potions, vous avez les portées qui sont juste ici. Donc par exemple, on a 2 types de potions. On a des potions pour les alliés et des potions pour infliger des pénalités aux adversaires. Donc là, c'est des potions par exemple pour du polynectar pour soi-même, donc à portée 0. Donc l'utilisateur résout directement la capacité. Nous avons aussi des potions pour aider les camarades, donc par exemple retirer tous les marqueurs poison de la figurine ciblée pour une portée 1. Donc par exemple dans cet exemple, Ron aurait pu être équipé de cette carte pour soigner Harry s'il était empoisonné. Et nous avons une autre type de carte de potion qui est des cartes tout simplement qui peuvent pénaliser les adversaires. Donc comme celle-ci, c'est du somnifère portée 3. La cible doit passer sa prochaine activation. Donc vu que ça c'est pour quelque chose de pénalisant pour l'adversaire, il faut impérativement faire des jets d'attaque. Donc un jet d'attaque et un jet de défense. Donc on ajoute les succès des jets par rapport au niveau de concocteur et pas au niveau des baguettes que vous avez en maîtrise sur les cartes de profil. Donc on rappelle les cartes de baguettes au niveau de maîtrise c'est ici. Mais vu que tout simplement c'est des potions, ça n'a rien à voir avec de la magie pure, il faut prendre le mot-clé concocteur. Donc là il n'y a pas de mot-clé concocteur, mais par exemple si vous prenez Hermione, elle a ce niveau là, donc elle pourra rajouter finalement le niveau concocteur en réussite en plus pour son jet. Il n'y a pas que des sortilèges qui peuvent infliger des dégâts, il y a aussi des armes de corps à corps ou tout simplement des créatures qui sont munies seulement de griffes, de pinces, etc. Par exemple, là, on a une nuée d'araignée qui veut attaquer Ronald Weasley. Donc, tout simplement, ces araignées ont un profil qui sont indiqués au corps à corps, juste ici. Portée 1 dégât et 0 de bonus. Donc, les bonus qui peuvent remplacer les baguettes qu'on connaît déjà au niveau des phases de magie. Si par exemple une créature avait des bonus de 1 ou 2, ça serait des réussites que vous ajoutez à votre jet. Donc, c'est des jets classiques à 3+, avec 3 dés. Donc voilà, cette vidéo règle touche à sa fin. Donc vous avez vu que les mécaniques du jeu sont vraiment fluides, agréables et nous rappellent vraiment le monde des sorciers. On fera une démo du jeu Harry Potter pour vous pousser un peu plus au niveau des règles, pour vous montrer vraiment toutes les mécaniques et les subtilités du jeu, ainsi que la mise en situation face à un adversaire, les cartes qui vont bien sûr être vraiment aléatoires,
Donc tout ça vous permettra finalement d'avoir un vrai rendu général du jeu en conséquence, en complément de cette vidéo règle. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Harry Potter Miniature Aventure Game, donc le lien est en description, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee pour aider la chaîne à l'achat de matériaux et de matériel. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut les moldus!